Ce n'est pas mamie qui est décédée? Demanda la fille du millionnaire en remarquant un détail chez une dame de la rue. Le cri de la fillette résonna dans toute la salle de réception. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu n'es pas ma mère. Je ne veux plus rester dans cet endroit. Ce n'est pas ma place. Et tu vas me laisser partir maintenant, papa. Dis-lui de me laisser partir. La voix de Chloé, tranchante comme une lame, déchira l'air lourd de l'environnement luxueux, captant l'attention de chaque invité. C'était une soirée mondaine, un de ces événements où chaque détail brillait plus que nécessaire. L'immense salon de réception du château, avec ses hauts plafonds ornés de moulures dorées et ses lustres en cristal qui scintillaient comme des milliers d'étoiles captives, était bondé d'hommes d'affaires, de politiciens et de personnalités de la haute société. Les hommes arboraient des costumes de créateurs impeccables, tandis que les femmes étaient parées de bijoux éblouissants et enveloppées de parfums coûteux qui se mêlaient dans l'air. Au milieu des rires forcés et du tintement incessant des coupes de champagne, personne ne s'attendait à un tel scandale. Assise à la table d'honneur, la petite Chloé, aussi appelée Lulu, une fillette de seulement 10 ans connue pour son intelligence et sa maturité précoce, se leva d'un bond. Elle était aux côtés de son père, Stéphane, un homme élégant en costume sombre, et de sa belle-mère, Valérie, une femme toujours rigide et obsédée par les apparences. Mais le cœur pur de la fillette, empli d'humilité et de bonté, ne supporta plus le spectacle qui s'offrait à elle. En venant ici, on a vu plein de gens qui vivent dans la rue. Et maintenant, papa? Il y a des gens dehors qui ont faim, pendant qu'ici vous mangez et faites la fête comme si vous étiez des rois. Elle prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter, mais ne s'arrêta pas. Si mamie était là, elle serait d'accord avec moi. Elle n'aurait jamais aimé voir ça. Regarde tous ces gens dehors. Regarde cette dame allongée par terre. Ils ont faim. La fillette se dégagea vivement de la main de sa belle-mère, tirant son bras avec force. À cet instant, des dizaines de regards se tournèrent vers la table de la famille. Les invités chuchotaient entre eux, choqués par l'audace de l'enfant. Mais Lulu s'en moquait. Stéphane, son père, devint rouge de honte. Valérie, quant à elle, tentant de garder son sang-froid, se pencha vers la fillette, essayant de régler la situation sans provoquer plus de scandale. « Écoute, ma petite, je sais que ta mamie n'aurait pas aimé être ici, mais mamie n'est plus parmi nous, mon amour. Tu dois te calmer, d'accord ?» dit-elle d'un ton mielleux mais forcé, celui de quelqu'un qui tente de dissimuler son embarras. Lulu recula d'un pas, les yeux embués mais le regard ferme. « Je sais que mamie n'est pas là. Pas besoin de me le rappeler. Pas besoin de me rappeler qu'elle est partie. » Sa voix sortit, contenue. « Mais regarde cet endroit. Ces murs de verre, ils sont là pourquoi? Pour montrer à tout le monde dehors comme vous êtes riche avec vos téléphones dernier cri et vos tenues de haute couture. C'est pour vous exhiber. C'est une vitrine. Et je ne suis pas un produit à exposer en vitrine, papa. » Stéphane resta silencieux. Ces mots l'avaient touché en plein cœur. Il respira profondément, tentant de calmer sa fille. « Ma chérie, je comprends ce que tu dis. Je sais que mamie ne serait pas heureuse ici, mais cet événement est important pour le travail de papa. On en reparlera à la maison, d'accord? Essaie juste de te calmer pour l'instant. » La fillette hésita un instant, mais sa conviction était plus forte que toute réprimande. « Mais, papa, on est déjà riche. Tu n'as pas besoin de ces gens, ni de cet endroit. On devrait être dehors à aider ces personnes. C'est ce que mamie aurait voulu. » Sa voix était forte, empreinte d'une maturité surprenante pour son âge. Stéphane devint pensif. Les paroles de sa fille l'avaient désarmé. Pendant ce temps, Valérie tenta de s'approcher à nouveau, posant la main sur l'épaule de la fillette, mais Lulu s'écarta d'un mouvement brusque. La belle-mère resta figée, sans réaction, tandis que la fillette, décidée, éleva de nouveau la voix, s'adressant cette fois à toute l'assemblée. « Comment pouvez-vous rester ici à faire semblant de vous apprécier les uns les autres, à dépenser autant d'argent alors que dehors, des gens meurent de faim ?» Elle pointa du doigt la baie vitrée, la voix tremblante d'émotion. « Regardez dehors. Je sais que vous pouvez les voir. Les sans-abri sont là, à regarder ce salon, imaginant ce qu'ils feraient pour avoir ne serait-ce qu'une miette de ce que vous gaspillez. Vous devriez avoir honte. » Un silence inconfortable s'installa dans le salon. Pendant quelques secondes, les invités regardèrent vraiment dehors.
À travers les immenses parois de verre, on pouvait voir une vieille dame encapuchonnée, allongée devant l'entrée, vêtue de haillons sales, le corps frêle. Certains se recroquevillèrent de dégoût, d'autres détournèrent le regard. Mais bientôt, le brouhaha des voix et des rires fins reprit, étouffant le malaise momentané. Chloé baissa le ton, s'adressant maintenant uniquement à son père d'une voix tremblante. « Excuse-moi, papa, mais je ne peux pas rester ici. Je dois aller dehors. Je dois aider cette dame. » Sans attendre de réponse, la fillette tourna les talons et traversa le salon. Les pas élégants et les conversations s'arrêtèrent un instant. Tous la regardaient, certains avec réprobation, d'autres avec pitié. Mais Lulu garda la tête haute, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit la porte vitrée et sentit l'air froid de la nuit. Dehors, le contraste était cruel. L'éclat du salon était derrière elle, remplacé par le vent glacial et l'obscurité des rues d'une grande ville française. La fillette s'approcha de la femme étendue devant l'entrée. La dame tremblait de froid, le visage couvert par un foulard usé. « Bonjour, madame, » dit la fillette en s'agenouillant à côté d'elle. « Avez-vous faim? Je peux vous apporter une assiette de nourriture de l'intérieur. Dites-moi juste ce dont vous avez besoin. » La fillette parlait avec douceur et compassion, mais en y regardant de plus près, quelque chose attira son attention. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle porta la main à sa bouche, stupéfaite. « Ce collier. Ce collier à votre cou, » murmura-t-elle, incrédule. « Je le reconnais. Je reconnaîtrai ce collier même après 1000 ans. » Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, elle se releva d'un bond et retourna en courant dans le salon. Les gens commentaient encore le scandale quand ils la virent entrer à nouveau, essoufflée, le visage rouge et les yeux exorbités. « Papa, papa, tu dois voir qui j'ai trouvé dehors. » Elle courait entre les tables, esquivant les chaises et les verres. Quand elle arriva près de lui, Stéphane était debout, en grande conversation avec un homme en costume gris, un de ses associés. Il tenta de garder un ton calme, bien que sa fille le tirât par la manche. « Je vous prie de m'excuser pour le désagrément que vous avez dû subir. Vous savez comment sont les enfants, n'est-ce pas? Ils agissent sans réfléchir, toujours mus par leur cœur. » Le millionnaire força un sourire, essayant de masquer sa nervosité. « Mais ma fille a un bon cœur, ça, je peux le garantir. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, j'ai une opportunité d'affaires incroyable. » La fillette tira avec encore plus de force sur la manche du costume de son père. Lulu était nerveuse, le cœur battant la chamade. Elle ne voulait pas provoquer un autre scandale et embarrasser son père devant tout le monde, mais ce qu'elle avait à lui dire était bien plus important que n'importe quelle conversation d'affaires. Stéphane, le regard toujours fixé sur son associé, respira profondément et tenta de garder le contrôle. « Ma chérie, papa est au milieu d'une conversation sérieuse. Je t'ai déjà dit qu'on parlerait mieux à la maison de ce que tu ressens. S'il te plaît, laisse papa travailler, d'accord ?» Mais la fillette n'abandonna pas. Chloé insistait, tirait sur son bras, le regardant d'un air suppliant. Lui, en revanche, semblait sourd à l'urgence de sa fille. Sachant qu'elle devait être entendue à tout prix, elle prit une décision impulsive. D'un mouvement rapide, Lulu attrapa la coupe de vin de la main de sa belle-mère, qui la portait encore à ses lèvres, et la renversa délibérément. Le liquide rouge sombre se déversa directement sur le costume coûteux de l'associé de son père. « Et, ma coupe? Ne fais pas ça, Chloé !» cria Valérie, tentant de l'arrêter. Mais il était trop tard. Le bruit du verre heurtant la table fit se retourner tout le monde. Stéphane se tourna, effrayé. « Ma fille, qu'est-ce que c'est que ça? Arrête ça tout de suite !» cria-t-il. Mais le mal était fait. Le vin se répandait non seulement sur la table, mais aussi sur le tissu fin et très cher du costume de l'homme, laissant une énorme tache rougeâtre. L'associé baissa les yeux, incrédule, avant de foudroyer Stéphane du regard. Le millionnaire, désespéré, attrapa une serviette et commença à essayer de nettoyer le costume de l'homme en parlant sans arrêt. « Mille pardons. Je vous jure, elle ne l'a pas fait exprès. C'était un accident. » Mais la tache ne partait pas et l'homme était déjà furieux. « C'est un scandale. Avez-vous une idée du prix d'un costume comme celui-ci, Stéphane ?» s'emporta-t-il, le visage devenant rouge. « Avec le prix de ce tissu,
je paierai une école convenable à cette petite pour qu'elle apprenne les bonnes manières. » À ce moment, Stéphane changea de ton. Il arrêta ce qu'il faisait et releva la tête, le regard ferme. « Écoutez-moi bien, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler ainsi à ma fille, » dit le millionnaire en haussant le ton. « Je sais très bien l'éducation que je lui ai donnée, et si cela vous dérange, il serait peut-être préférable que vous vous retiriez. » L'associé le regarda, furieux, en nettoyant sa propre veste. « Très bien. Si vous ne pouvez même pas vous occuper de votre fille, vous n'êtes pas la bonne personne pour ce genre d'accord. » Il tourna les talons et sortit en maugréant bruyamment. Stéphane respira profondément, tentant de contenir la rage et la honte qui le consumaient. Puis il regarda sa fille, qui restait ferme, sans peur. « D'accord, ma fille. C'est ça que tu voulais ? » demanda-t-il en croisant les bras. « Voilà, tu as toute mon attention. Maintenant, dis-moi ce qui est si important que ça ne pouvait pas attendre que je termine ma conversation avec Monsieur Costume Cher là-bas. » Valérie, la belle-mère de la fillette, l'empêcha de parler et prit la parole à sa place. « Franchement, Stéphane, tu ne vois pas ? Chloé ne cherche qu'à semer la zizanie. Depuis quelque temps, notre fille est de plus en plus difficile. Excuse ma franchise, mais peut-être que l'homme sur qui elle a renversé le vin n'a pas tout à fait tort. » Mais Stéphane coupa court à sa femme. « Laisse-la parler, Valérie, s'il te plaît. Vas-y, Chloé, dis-moi ce que tu as de si important à me montrer. » Chloé ne répondit pas immédiatement, elle leva simplement le doigt et pointa vers l'énorme paroi de verre du salon. De l'autre côté, sous la faible lumière de la rue, se trouvait la dame allongée devant le bâtiment. Stéphane fronça les sourcils. « Quoi ? Cette femme sans abri ? Je sais, ma chérie, c'est triste, mais on pourra l'aider plus tard, en rentrant à la maison. Tu n'avais pas besoin de faire ça. » Mais la fillette continua de pointer avec fermeté. « Non, papa, ce n'est pas n'importe quelle dame. Regarde-la bien, regarde attentivement et dis-moi qui c'est. » Le père regarda à nouveau, forçant sa vue. Pendant quelques secondes, il sembla ne pas comprendre ce qu'il voyait. Puis, lentement, son expression changea. Ses yeux commencèrent à s'écarquiller. Son visage devint pâle et sa respiration lourde. Stéphane fit un pas en avant, comme si son corps voulait courir vers la femme, mais que son cerveau tentait encore d'accepter l'impossible. La fillette, la voix brisée, confirma ce que son père commençait à craindre. « Papa, ce n'est pas mamie qui est morte ?» Le temps sembla s'arrêter. Les coupes brillantes, les rires environnants, tout devint lointain. Le cœur de l'homme battait fort, tandis que les images du passé revenaient comme un éclair. Plus d'1 an auparavant, le décor était complètement différent. C'était un matin ensoleillé, tranquille, plein de vie. Le soleil entrait par les fenêtres du château familial et illuminait la table du petit déjeuner. L'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu emplissait l'air. Là se trouvaient Stéphane, sa fille Chloé et Monique. La grand-mère, une femme douce, aux yeux sereins et au sourire accueillant. À cette époque, tout n'était que paix et amour. Stéphane, cependant, semblait distant, remuant distraitement son café, le regard perdu. « Quelle tête tu fais, mon fils ?» demanda Monique en beurrant sa tartine. « Tu t'es encore réveillé démoralisé. Qu'est-ce que c'est cette fois? Des problèmes au travail ?» L'homme d'affaires soupira en s'appuyant sur la table. « Non, maman, ce n'est rien de tout ça. C'est que, encore une fois, je me suis réveillé seul et je ne l'ai pas trouvé. » Il baissa la tête. « Je sais. Je sais que vous dites que je dois surmonter ça, mais ce n'est pas facile. La mère de ma petite fille me manque toujours. » La vieille dame se leva lentement et le serra dans ses bras avec cette tendresse que seule une mère peut donner. « Je sais, mon fils. Je sais que tu l'aimes encore, mais ça fait si longtemps qu'Isabelle est partie. Elle voudrait que tu ailles de l'avant, que tu sois de nouveau heureux. » Stéphane ferma les yeux, tentant de retenir ses larmes. Lulu les observait en silence. La fillette échangea un regard complice avec sa grand-mère, le regard de quelqu'un qui prépare quelque chose plein d'amour. Soudain, Chloé tapa dans ses mains et dit avec enthousiasme, « Je sais, papa. Je sais ce qui te rendra plus heureux. » Elle courut jusqu'à la cuisine, ses cheveux blonds flottant derrière elle, et revint en tenant une magnifique tarte tatin dorée, qui exhalait un parfum sucré de pommes caramélisées.
Regarde, mamie et moi avons fait une tarte tatin, ta préférée. Stéphane esquissa un large sourire, le premier depuis des jours. Ah, ma fille, vous deux êtes mon plus grand cadeau, dit-il, les attirant toutes les deux dans une étreinte chaleureuse. Alors qu'il coupait une part généreuse de la tarte, toujours le sourire aux lèvres, Lulu regarda sa grand-mère et lui chuchota quelque chose avec animation, comme si elle avait déjà un autre plan pour égayer son père. Papa, tu passes tes journées enfermées à la maison ou au travail. Comme ça, tu ne te remonteras jamais le moral. Maman n'aimerait pas te voir comme ça, alors tu dois sortir plus souvent, dit la fillette en croisant ses petits bras et en regardant sérieusement son père. Je sais, demain tu prends un jour de congé et tu viens avec moi au parc public. Stéphane leva les yeux de son journal et resta silencieux quelques secondes. Son premier réflexe aurait été de refuser. Après tout, le travail occupait toute sa vie. Mais voir l'éclat dans les yeux de sa fille le désarma. Mais quelle excellente idée, ma chérie, répondit-il. Le lendemain, le soleil brillait de tous ses feux et l'air de jeu du parc était rempli de rires d'enfants. Chloé courait d'un côté à l'autre, les cheveux au vent, tandis que son père, en costume cravate, l'observait assis sur un banc en bois. « Papa, je t'ai déjà dit que tu n'as pas besoin de sortir en costume partout. » cria-t-elle en riant. « Tu n'es pas là pour travailler. Maintenant, je vais jouer, et essaie de ne pas rester là tout triste pendant que je ne suis pas là. » Stéphane rit doucement et hocha la tête, regardant sa fille s'amuser sur le toboggan. Malgré la chaleur, il gardait sa veste, un homme qui semblait prisonnier d'habitude qu'il ne savait pas abandonner. Alors qu'il regardait Lulu courir parmi les autres enfants, il pensait à quel point le bonheur semblait être quelque chose de lointain, quelque chose qu'il croyait ne plus jamais ressentir depuis la perte de sa femme. Mais le destin, ce jour-là, avait décidé de le surprendre. Alors qu'il observait le parc, une douce voix féminine surgit derrière lui. « Bonjour », dit une femme élégante avec un sourire charmeur. Stéphane se retourna et se trouva face à une vision qui semblait sortie d'un rêve. Des cheveux bruns bien coiffés, une robe claire et un regard confiant. « Excusez-moi de vous déranger, mais je vous ai vu de loin avec ce costume et cette montre chère et je me suis dit, cet homme doit savoir ce dont j'ai besoin. En l'occurrence, ce dont j'ai besoin, ce sont des informations, dit-elle d'un ton enjoué. Je suis nouvelle en ville. Je ne connais pas encore bien les lieux et je voulais des recommandations d'endroits à visiter. J'ai demandé à d'autres personnes, mais elles ne m'ont indiqué que des lieux communs. J'ai pensé que vous pourriez connaître des options spéciales. » Stéphane cligna des yeux, surpris. Son regard parcourut involontairement la femme de la tête aux pieds. Elle était vraiment éblouissante. Quelle femme splendide, pensa-t-il, mais il dissimula son enchantement et répondit avec gentillesse. Ah, bien sûr. Je connais quelques bons endroits, principalement des restaurants par ici. Et pour être honnête, je choisis toujours un restaurant pour la qualité de son vin, dit-il en ajustant sa veste. C'est pourquoi je vous recommande ce restaurant gastronomique. Il se trouve à quelques rues d'ici et sert le meilleur Cabernet Sauvignon que j'ai jamais bu. Les yeux de la femme s'illuminèrent. Oh, le Cabernet Sauvignon est aussi mon vin préféré. Quelle coïncidence! Dit-elle avec enthousiasme. Mais ça ne se fait pas pour une jeune femme célibataire comme moi d'aller dans un tel restaurant et de boire du vin seul. Stéphane comprit l'allusion et sourit discrètement. Qu'à cela ne tienne. Je peux avoir la gentillesse de vous accompagner. Ainsi, nous apprécierons un bon vin ensemble. La femme esquissa un léger sourire. Le genre de sourire qui fait fondre n'importe quel homme. Ainsi commença le premier dîner. En quelques jours, ils se revirent. Le deuxième dîner fut encore meilleur que le premier, rempli de conversations et de regards échangés. Puis vint le troisième, le quatrième, et bientôt la romance fut scellée. Stéphane, qui vivait dans la tristesse depuis longtemps, semblait être un autre homme. Il recommença à sourire, à prendre soin de lui, à sortir de chez lui avec enthousiasme. Monique et Lulu, observant ce changement, se regardaient avec inquiétude et doute. Un jour, Stéphane entra dans la cuisine avec un sourire qui allait d'une oreille à l'autre. « Je vais me marier avec cette femme, maman, » annonça-t-il, excité. Monique, qui coupait des fruits, faillit laisser tomber le couteau. « Te marier ? Mais mon fils, vous vous connaissez depuis quoi ? 2, 3 mois. » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. « Tu ne trouves pas que tu vas un peu vite ?
Fais attention de ne pas te laisser emporter, mon fils. Lulu, qui écoutait depuis la table, acquiesça immédiatement. Mamie a raison, papa. Je ne lui fais pas confiance. Et tu veux déjà mettre cette femme comme ma belle-mère? Stéphane leva les mains pour apaiser les esprits. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Valérie est une bonne femme. Elle m'aime vraiment et je ne précipite rien. Malgré ses paroles fermes, la mère et la fille restèrent méfiantes. Mais le lendemain, sans prévenir, Stéphane apparut dans le salon accompagné de Valérie et d'une pile de valises de luxe. Nous sommes fiancés, annonça-t-il avec une lueur dans les yeux. Chloé et Monique se regardèrent en silence. Valérie sourit, exhibant une bague scintillante. C'était officiel. Elle faisait désormais partie de la famille et allait vivre au château. Le lendemain matin, l'ambiance dans la maison n'était déjà plus la même. Bonjour, la maison. Bonjour, les habitants, annonça Valérie en entrant dans la cuisine d'un ton autoritaire. Le nouveau chauffeur est déjà arrivé. Demandez-lui d'aller à la réserve, je vais lui remettre moi-même son uniforme. Sa voix résonna dans tout le château. Et ainsi, sans tarder, tout le monde commença à réaliser que cette nouvelle habitante apportait avec elle une nouvelle version d'elle-même, arrogante, autoritaire et froide. Monique, assise à table, fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis encore la matriarche de cette maison, donc les décisions doivent passer par moi avant d'être prises, dit-elle en se levant lentement, ferme, comme elle l'avait toujours été. Pourquoi as-tu renvoyé Monsieur Dubois? Il est chauffeur dans cette maison depuis de très nombreuses années. Il est avec nous depuis avant que nous ayons tout ce que nous avons. Cette famille a une dette d'honneur envers lui et sa famille. Stéphane, qui lisait le journal, se hâta de se lever pour tenter de calmer la situation. Calme-toi, maman, calme-toi. Pas la peine de t'énerver, tenta-t-il de dire, mais Valérie l'interrompit avec un sourire forcé et venimeux. Justement pour ça, ma chère belle-mère. Il ne conduisait plus comme avant. Il est si vieux, le pauvre homme. Et ses yeux ne fonctionnent plus très bien. Il a besoin de repos. J'ai simplement apporté du sang neuf. Un chauffeur expérimenté, mais plus vigoureux, dit-elle d'un ton moqueur. Le silence qui suivit fut lourd. Monique croisa les bras, offensée. Son fils regarda de l'une à l'autre, ne sachant que faire. Il voulait seulement éviter les disputes, mais il semblait que la paix avait quitté la maison le jour même où Valérie y était entrée. « Es-tu sûr que c'était nécessaire, mon amour ?» demanda l'homme, tentant d'apaiser les choses. « Cette maison a toujours très bien fonctionné avec les employés que nous avons, y compris le chauffeur. Je ne sais pas s'il est judicieux de tout changer maintenant. » Mais Valérie était décidée. La meilleure façon était la sienne. « Bien sûr que c'est nécessaire, mon amour, » dit-elle en croisant les bras et en affichant un sourire convaincu. Cette maison a peut-être survécu sans s'effondrer jusqu'à aujourd'hui, même sans mes soins et mon administration. Mais maintenant, tout va changer. Je vais tout améliorer. C'est ça. Je vais améliorer cette maison coin par coin. Il est temps de rénover. Stéphane acquiesça simplement, essayant de ne pas créer de conflit. Il était si amoureux qu'il voyait tout ce qu'elle disait comme de la sagesse. À partir de ce jour, Valérie commença à tout changer dans le château, et elle le faisait toujours quand Monique, sa belle-mère, n'était pas là. Elle commença par de petites choses, elle déplaça des tableaux, retira les fleurs des vases dont Monique s'occupait avec amour, changea les rideaux, déplaça les meubles. Peu à peu, la maison familiale perdit son identité. Bientôt, elle convainquit son fiancé d'acheter de nouveaux meubles, prétextant que les anciens étaient démodés. Et Stéphane, aveuglé par l'amour, acceptait chaque demande sans discuter. En quelques semaines, la maison semblait autre, froide, moderne, sans âme. Mais Valérie ne s'arrêta pas là. Après avoir tout redécoré, elle décida que les employés devaient également être renouvelés. Un par un, elle les renvoya, y compris les plus anciens et les plus fidèles à la famille. À leur place, elle engagea de jeunes gens inexpérimentés, mais obéissant à tous ses ordres. En peu de temps, le château devint un territoire sous le contrôle total de sa nouvelle maîtresse. Un jour, la petite Lulu et sa grand-mère Monique décidèrent de prendre Stéphane à part pour une conversation. Elles en avaient assez de voir la transformation de la maison sans pouvoir rien faire. Lulu fut la première à parler, la voix larmoyante et le regard triste.
Papa, regarde ce que Valérie a fait de notre maison. Tout est différent. Il n'y a plus aucun des tableaux qu'on aimait. Elle a même changé le canapé. J'aimais l'autre canapé. Monique acquiesça, ferme et indignée. Ta fille a raison, Stéphane. Cette femme a bafoué mes ordres et fait ce qu'elle veut de cette maison. Et tu ne fais rien. Tu dois lui poser des limites immédiatement, sinon elle finira par nous remplacer nous aussi, comme elle l'a fait avec les employés. Le millionnaire poussa un soupir las et secoua la tête, sans patience pour une autre dispute. Vous exagérez, répondit-il en essayant de paraître calme. Elle est juste excitée de faire partie de la famille. Et si elle va être ma femme, il est normal qu'elle veuille changer les choses à sa façon. Vous ne trouvez pas? Il attrapa les clés sur la table et ajouta en s'éloignant déjà, maintenant, je ne peux pas continuer cette conversation. Je dois aller travailler. Soyez gentil avec ma fiancée, d'accord? Monique resta immobile, regardant son fils partir. Son cœur de mère se serrait d'inquiétude. Elle savait que Stéphane était aveuglé par l'amour et que cela ne finirait pas bien. Quelques jours plus tard, Stéphane était en congé, se reposant dans le jardin avec Lulu, qui arrosait les plantes. Monique, comme à son habitude, alla à la cuisine préparer son thé quotidien. L'odeur des herbes chaudes se répandait dans la pièce quand un bruit venant du jardin arrière attira son attention. C'étaient des voix, deux. La vieille dame en reconnut immédiatement une. C'était Valérie. Curieuse, elle s'approcha de la fenêtre et entendit clairement le dialogue qui allait tout changer. « Calme-toi, Nicolas, nous sommes encore dans la maison de mon fiancé idiot, disait Valérie avec dédain dans la voix. Il est trop aveugle pour se rendre compte que je ne l'aime pas, mais nous devons encore faire attention pour qu'il ne nous voie pas ensemble. Monique écarquilla les yeux et laissa tomber la cuillère dans sa tasse. Son cœur s'emballa. Elle se précipita à la fenêtre et, en jetant un coup d'œil à travers les rideaux, vit la scène de ses propres yeux. Là, ils étaient tous les deux, Valérie et le nouveau chauffeur Nicolas, enlacés derrière la maison, riant, s'embrassant comme des amants de longue date. La colère monta en elle comme un feu. « Allons, Nicolas, prépare la voiture, je vais trouver un moyen de sortir sans que l'idiot ne se doute de rien, dit la scélérate en arrangeant ses cheveux avant de voler un autre baiser à son amant. Monique porta les mains à sa bouche, choquée. La tasse de thé tremblait entre ses doigts. Valérie se dirigea alors vers l'entrée du château. Le plan était simple, utiliser la vieille excuse habituelle de la visite à sa mère malade et sortir tranquillement pour son rendez-vous avec son amant. Monique, tremblante, laissa son thé de côté et sortit de la cuisine, décidée. Elle devait tout raconter à son fils. Dans le couloir, elle trouva sa belle-fille indigne en train d'arranger son sac et son manteau. La femme avait déjà son discours tout prêt. « Mon amour, aujourd'hui, je vais de nouveau rendre visite à ma pauvre mère malade, dit-elle d'un ton fin, plein de drame. » Stéphane, qui s'approchait, répondit immédiatement comme un mari attentionné et amoureux. « Je t'ai déjà dit que j'étais prêt à venir avec toi, ma chérie. Je peux m'occuper de ta mère, je ne vois pas pourquoi ce serait un problème. » Mais la nouvelle belle-mère de Chloé insista avec un regard doux qui cachait du venin. « Je te l'ai déjà dit, mon amour, elle est très malade et n'a plus toute sa tête. Avoir quelqu'un qui n'est pas de la famille là-bas pourrait l'aggraver. » L'homme soupira, croyant chaque mot. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que cette mère malade n'existait même plus. La femme était morte depuis longtemps, victime d'une terrible maladie. Et Valérie, la fille ingrate, n'était même pas apparue à l'hôpital ou à l'enterrement. La vérité était cruelle. Elle ne se souciait de personne, sauf d'elle-même. Chaque mot doux n'était qu'un déguisement pour cacher ce qu'elle voulait vraiment, la liberté de continuer à tromper son fiancé sans être découverte. Monique, derrière le mur, entendait tout, le cœur battant à tout rompre. Quand Valérie sortit enfin, la vieille dame respira profondément. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle sortit de sa cachette et se dirigea vers le salon, déterminée à tout révéler. Mais en voyant son fils sourire distraitement, son cœur de mère parla plus fort. « Non, je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle pour elle-même, sentant les larmes s'accumuler dans ses yeux. « Je ne peux pas simplement le lui dire. Cela détruirait le cœur de mon garçon. Il a déjà trop souffert de la perte de la mère de la petite Lulu. Je ne peux pas laisser ses fiançailles se terminer d'une manière aussi horrible. » Cela l'achèverait. Elle respira profondément, essayant de raisonner.
Mais je ne peux pas non plus permettre qu'il vive un faux mariage avec cette femme opportuniste. Non, je vais m'en occuper moi-même. Je vais faire partir cette vipère tout de suite. Elle sécha ses larmes avec un mouchoir et se redressa. La douce Monique se transformait par la force de l'amour maternel en une femme prête à affronter le danger. Alors, pleine de courage, elle décida d'affronter Valérie en tête-à-tête dans le château même, ce jour-là. Et c'est ainsi que, déterminée et le sang bouillonnant, la matriarche de la maison se prépara à affronter la méchante face à face. Quand la vipère revint et se retrouva seule dans le salon, la vieille dame ne perdit pas de temps. Monique entra dans la pièce d'un pas ferme et le regard décidé. Son cœur battait la chamade, mais elle ne laissait pas sa voix vaciller. Devant elle, Valérie était assise confortablement, feuilletant un magazine comme si elle était la maîtresse du monde. La matriarche ne perdit pas de temps. « Écoute-moi bien, je sais tout », dit-elle d'une voix grave et pleine de fureur. « Je sais que tu trompes mon fils et que tu as renvoyé le pauvre monsieur Dubois, le chauffeur de la famille, juste pour engager ton amant et le faire venir près de toi. Mais maintenant, ça suffit. Je devrais tout raconter à mon fils tout de suite, mais je veux préserver son cœur. Alors, je te donne une chance de partir sans conséquence. Va-t'en, quitte cette maison et pars sans te retourner. » Le silence envahit la pièce pendant quelques secondes, mais au lieu de peur, Valérie se mit à rire. Un rire froid, moqueur, qui glaça le sang de Monique. « Ah, oui. Le petit cœur naïf et stupide de ton fils sera vraiment préservé, » se moqua-t-elle en se levant lentement. « Tu sais pourquoi? Parce que je ne quitterai pas cette maison. Je vais continuer à commander ici et tu ne diras rien à mon fiancé, compris ?» Monique resta bouche bée devant l'arrogance de la femme. « Mais quelle absurdité! Si tu crois que je vais être complice de la tromperie que tu infliges à mon fils, tu te trompes lourdement. Je t'ai donné la chance de partir sans conséquence, mais maintenant, je vais tout lui dire. » La vieille dame se retourna et commença à marcher vers la porte du château, mais elle fit à peine 2 pas. Soudain, elle entendit le bruit de pas lourds derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle fut encerclée par les nouveaux employés, ceux que Valérie avait personnellement engagés. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ?» cria Monique, effrayée. Mais il était trop tard. 2 hommes forts la saisirent par les bras et lui couvrirent la bouche. Valérie s'approcha lentement avec un sourire pervers. « Tu croyais vraiment que j'allais perdre tout ce que j'ai gagné jusqu'ici à cause d'une vieille décrépite comme toi ?» dit-elle en se penchant pour parler tout près de l'oreille de la dame. « Maintenant, ton fils est tout à moi. Ta maison, ta famille, la fortune, tout est à moi. » Monique se débattait, essayant de se libérer, mais les hommes de main étaient plus forts. « Et tu sais ce qui est pire ? » continua la vipère, le regard plein de haine. « Je pourrais en finir avec toi tout de suite. Ça résoudrait mes problèmes, mais je vais faire pire. Je vais te laisser tout regarder. Tu verras de tes propres yeux comment je te prends tout, et tu ne pourras rien faire pour l'empêcher. » La femme se mit à rire bruyamment. Un rire qui résonna sur les murs du château. Pendant ce temps, un des hommes de main tenait un petit flacon et le lui tendit. Valérie le prit et ordonna, d'un simple geste, de le faire avaler à la vieille dame. « Tenez-la bien, dit-elle froidement. » Les hommes bouchèrent le nez de Monique et la forcèrent à avaler le liquide amer. La vieille dame tenta de résister, mais le goût fort et le désespoir la firent s'évanouir quelques secondes plus tard. Valérie observa, satisfaite. « C'est ça. Dors, la vieille, et quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras même plus qui tu es, » murmura-t-elle avant d'ordonner qu'on la laisse tomber près de l'escalier principal. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Monique se réveilla avec la tête lancinante. Tout était confus. Les voix autour d'elle semblaient lointaines. Soudain, elle sentit quelqu'un lui tenir les épaules. « Maman, ça va ? Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» dit Stéphane, affligé. « Tu étais allongée ici, près de l'escalier, quand nous sommes revenus du jardin. Valérie t'a vu et a couru nous appeler. » Monique cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où elle était. Tout tournait. Quand ses yeux se fixèrent enfin, elle vit sa belle-fille debout à côté de son fils, feignant l'inquiétude. La vieille dame porta la main à son front. Je ne sais pas,
je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé ou comment je suis arrivée ici, répondit-elle d'une voix faible. Valérie, l'expression contrôlée et le ton doux, répondit avant que Stéphane ne pose plus de questions. Elle a dû tomber, mon amour. Elle s'est probablement cogné la tête et la chute l'a laissée désorientée. Lulu, qui observait la scène les larmes aux yeux, aida son père à relever sa grand-mère. Viens, mamie, tu as besoin de te reposer maintenant. Stéphane et sa fille emmenèrent Monique dans sa chambre. La vieille dame semblait confuse, chancelait et répétait des mots incohérents. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Monique commença à changer. Parfois, elle semblait lucide, mais la plupart du temps, elle était distante, oublieuse. Certains matins, elle regardait fixement l'entrée de la maison et murmurait des phrases sans queue ni tête. Non, je ne veux pas d'elle. Lulu, appelle Lulu. Je ne veux pas de Valérie près de moi. Quand Valérie se rendait compte que la vieille dame commençait à reprendre conscience, elle agissait immédiatement. Elle entrait dans la chambre avec un verre d'eau et un faux sourire. Prends ton médicament, belle maman. C'est pour ton bien, disait-elle tout en augmentant la dose petit à petit. Et elle fit ainsi pendant des semaines, jusqu'à ce que la pauvre dame commence à oublier même les visages les plus chers. Un après-midi, Chloé entra dans la chambre et trouva sa grand-mère assise, le regard vide. La fillette s'approcha lentement, la voix brisée. « Mamie, tu ne te souviens plus de moi ? C'est moi, ta petite fille. Allez, tu dois te souvenir. » La vieille dame cligna lentement des yeux, sans reconnaître le visage de la fillette. Les larmes coulaient sur le visage de Lulu. « Mamie, je sais qu'au fond de toi, tu sais qui je suis. Regarde, je t'ai fait un cadeau, dit-elle en ouvrant sa petite main et en montrant un collier fait d'une petite pierre transparente. C'est moi qui l'ai fait avec une belle pierre que j'ai trouvée dans notre jardin. Comme ça, tu sauras toujours qui je suis, la fille au collier. Et je saurai toujours qui tu es, d'accord ? La fillette passa le collier autour du cou de sa grand-mère avec précaution. Puis elle la serra fort dans ses bras, en pleurant. « Je t'aime, mamie, murmura-t-elle, tandis que la vieille dame, même sans la comprendre, répondit par un léger mouvement de la main. Les jours se transformèrent en semaines. Stéphane emmena sa mère voir plusieurs médecins, mais aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qui se passait. « Nous ne parvenons pas à identifier la cause de la perte de mémoire de Monique, disaient les médecins. Ce sont probablement juste les conséquences naturelles de l'âge avancé. » Ce que Stéphane et Chloé ne savaient pas, c'est que Valérie était derrière tout ça. Elle soudoyait chaque médecin pour qu'il mente dans les rapports et cache l'empoisonnement qu'elle provoquait jour après jour. Avec le temps, Monique perdit complètement la parole. Elle passait ses journées assise dans le même fauteuil, le regard vide. La femme forte et déterminée qui avait un jour dirigé cette maison était devenue l'ombre d'elle-même. Stéphane s'approchait tous les jours et essayait d'arracher un mot à sa mère. « Salut, maman. C'est moi, ton fils. Tu peux me le dire, fils ?» disait-il en lui tenant les mains avec tendresse. Mais rien ne sortait, seulement le silence et le son des larmes de celui qui, sans le savoir, était témoin d'une tragédie fabriquée au sein de sa propre maison. Chaque jour, la scène se répétait de la même manière. Stéphane et Lulu s'asseyaient devant Monique, essayant d'obtenir d'elle le moindre signe de vie, le moindre souvenir qui subsistait. « Salut, maman. C'est ton fils, tu te souviens ? » « Fils, disait le millionnaire, plein d'espoir, mais elle les regardait simplement, immobile, comme si elle était prisonnière d'une transe sans fin. C'était comme si le corps de la vieille dame était là, mais que son esprit s'était perdu quelque part au loin. Aucune réaction, aucun mot. Jusqu'à un après-midi pluvieux où la famille était réunie dans la salle à manger. Stéphane se leva avec un sourire ému, tenant une coupe de vin. « Attention tout le monde, la date du mariage est fixée. Valérie et moi nous marierons le mois prochain. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence. Monique, qui jusqu'alors semblait être une statue vivante, tressaillit dans son fauteuil. Ses yeux s'écarquillèrent, son corps se mit à s'agiter et des sons rauques s'échappèrent de sa gorge. « Non. Non. » balbutia-t-elle avec effort, bougeant les doigts comme si elle essayait d'appeler à l'aide. Stéphane et Lulu se précipitèrent vers elle. « Calme-toi, mamie. Nous sommes là, d'accord ? Nous sommes avec toi, dit Chloé en tenant les mains de sa grand-mère. Valérie se leva également, feignant l'inquiétude, mais ses yeux trahissaient une pure panique.
Mon Dieu, ça doit être à cause de quelque chose qu'elle a mangé, dit-elle de manière théâtrale. Je vais parler à la chef cuisinière tout de suite. Elle sortit précipitamment vers la cuisine. Une fois là-bas, son visage doux disparut. Elle tint fermement la porte et murmura furieusement à la cuisinière, qui était l'une de ses complices, « Tu as entendu ce qui vient de se passer? Augmente immédiatement la dose du médicament pour cette vieille stupide et trouble faite. » La cuisinière, effrayée, bégaya, « Mais Madame Valérie, une dose aussi élevée pourrait la tuer. » Valérie écarquilla les yeux, envahie par la rage, attrapa l'employé par le col de son uniforme et siffla entre ses dents, « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, est-ce que j'ai l'air de me soucier si la dose est trop élevée ?» Son regard était d'une haine pure. « Je veux cette vieille incapable même de se souvenir qu'elle existe encore dans ce monde, tu as compris? Mon mariage approche et je ne veux pas que cette harpie gâche tout. » La cuisinière déglutit, terrifiée. « Oui, madame. » répondit-elle en obéissant. Pendant ce temps, dans la salle à manger, l'ambiance était tendue. Monique s'était un peu calmée, mais tremblait encore. Lulu, remarquant que sa belle-mère était sortie, décida d'en profiter pour mentionner quelque chose qui la dérangeait. « Papa, je sais que tu n'aimes pas que je parle en mal de Valérie, mais as-tu remarqué que mamie n'a réagi comme ça que lorsque tu as parlé du mariage ?» Stéphane regarda sa fille, confus, ne sachant que répondre. À cet instant, Monique bougea légèrement les doigts, comme pour confirmer ce que la fillette disait. Lulu s'enthousiasma. « Tu vois? C'est arrivé de nouveau. Et si? Et si mamie savait quelque chose sur Valérie et essayait de nous prévenir ?» L'homme sourit avec tendresse et passa la main dans les cheveux de sa fille. « Ma chérie, tu vois des choses là où il n'y en a pas. Si maman avait quelque chose à nous dire sur Valérie, elle l'aurait dit il y a longtemps, quand elle pouvait encore communiquer. Peut-être que ses réactions sont juste un signe d'amélioration. Pensons-le comme ça, d'accord ?» La fillette soupira, non convaincue, en regardant sa grand-mère de nouveau immobile. Le temps passa vite. Le mois du mariage arriva et les préparatifs envahirent le château. Valérie tenait à tout superviser, les fleurs, la décoration, le menu, les invités. Mais en coulisses, ses ordres étaient cruels. Prévoyant déjà que sa belle-mère pourrait causer des problèmes lors de la cérémonie, elle réunit ses complices dans la cuisine. « Écoutez bien ce que je vous dis. Augmentez la dose du médicament avant le mariage et donnez-lui en une autre chaque fois qu'elle réagit étrangement. Compris ?» Les femmes se regardèrent, effrayées, mais acquiescèrent. Et c'est exactement ce qu'elles firent. Puis, le jour J arriva. L'église de village était bondée, décorée de fleurs blanches et de bougies. Le prêtre, la chorale et les invités attendaient avec impatience. Stéphane était ému, les larmes aux yeux, tandis que Valérie défilait sur le tapis rouge avec son faux air de pureté. À la première rangée, Monique regardait tout depuis son fauteuil roulant, le regard lointain. À côté d'elle, la petite Lulu lui tenait fermement la main, essayant de retenir ses larmes. Le prêtre éleva sa voix solennelle. « Valérie Justino Pereira, acceptez-vous de prendre Stéphane Oliveira Campos comme votre légitime époux et promettez-vous de lui être fidèle dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et de le respecter tous les jours de votre vie ?» La scélérate sourit légèrement et répondit, les doigts croisés derrière son bouquet, « Oui, je le veux. » Le prêtre se tourna vers le marié. « Stéphane Oliveira Campos, acceptez-vous de prendre Valérie Justino Pereira comme votre légitime épouse et promettez-vous de lui être fidèle dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et de la respecter tous les jours de votre vie ?» À ce moment, un gémissement résonna dans l'église. Monique se mit à bouger, tremblante, essayant de parler, « Haine. Non. Non. » murmurait-elle, luttant contre l'effet des médicaments. Les invités se regardèrent, confus, mais avant que quiconque ne s'approche, le chauffeur, le même Nicolas, amant de Valérie, apparut avec un verre d'eau et un comprimé. « C'est l'heure de son médicament, » dit-il en souriant. Sans se méfier, les invités acquiescèrent et l'homme força la vieille dame à avaler le comprimé. En quelques secondes, son corps se calma de force. Ses yeux redevinrent vides. Stéphane, inconscient de ce qui se passait, répondit avec émotion, « Je le veux, j'accepte d'épouser Valérie. » La chorale se mit à chanter. L'église explosa en applaudissements. Lancers de riz et de confettis, étreintes, baisers, coupes levées. Valérie souriait,
radieuse, victorieuse. Après la cérémonie religieuse, tous se dirigèrent vers le salon de réception du château, où devait avoir lieu la signature du mariage civil. Le juge de paix les attendait déjà. Il n'y eut ni discours ni préparatif, seulement la formalité des signatures. Valérie prit le stylo la première, écrivit son nom à la hâte avec un sourire triomphant. « Voilà, maintenant c'est à ton tour, mon amour, dit-elle en tendant le stylo à Stéphane. Il respira profondément et se prépara à signer, mais à cet instant, un cri rauque déchira le bruit des conversations et de la musique. « Non, non !» cria Monique avec le peu de voix qui lui restait. Tous se retournèrent, choqués. La vieille dame tremblait, essayant de se lever de son fauteuil. La coupe tomba de la table et le collier que Chloé avait fait se balançait à son cou, reflétant la lumière du salon. La force de la mère fut plus forte que le poison. Même affaiblie, même au bord de l'effondrement, Monique luttait avec son corps pour empêcher son fils de signer ce maudit papier. Stéphane laissa tomber le stylo et courut vers elle, terrifié. « Maman, qu'est-ce qui se passe, ma mère ?» cria-t-il, essayant de la soutenir dans ses bras. Les invités se mirent à murmurer et la panique s'empara du salon. « La fête est finie, nous l'emmenons à l'hôpital !» cria l'homme, désespéré. Les gardes du corps ouvrirent le chemin et Lulu courait aux côtés de son père, en pleurant, tandis que Valérie observait de loin, le regard froid et calculateur. La scélérate n'avait pas réussi son coup cette fois-ci. Le mariage fut interrompu et sa farce avait failli être découverte, mais au fond, elle savait quoi faire. Et tandis que Stéphane mettait sa mère dans la voiture, affligée, Valérie se murmura à elle-même avec le sourire sombre qu'elle seule avait, « Si c'est la guerre qu'elle veut, la guerre elle l'aura. » Irritée, consumée par une rage qui la faisait presque trembler, Valérie arpentait sa chambre. Le plan parfait avait été anéanti et la scélérate savait qu'elle devait agir vite. Elle ne pouvait plus courir le risque de voir sa belle-mère se réveiller à nouveau et tout gâcher. Décidée, elle regarda le chauffeur, son complice et amant, et dit d'un ton glacial, « Je vais trouver un moyen de faire sortir l'idiot et sa petite idiote de fille d'ici sans utiliser la voiture. Je vais les inviter à se promener, à observer les oiseaux ou n'importe laquelle de ces choses qu'ils trouvent jolies. Ils adorent ces bêtises. Et pendant ce temps, tu prends la vieille, tu la mets dans la voiture et tu l'emmènes très loin. Jette-la d'une falaise isolée en Normandie. » Nicolas acquiesça simplement sans montrer d'émotion. Il savait que la femme avec laquelle il était impliqué était capable de tout, et pourtant il obéissait aveuglément. Le lendemain, Valérie exécuta son plan à la lettre. Avec un doux sourire, elle invita Stéphane et Lulu à une promenade dans le jardin de la propriété, disant que l'air frais leur ferait du bien à tous. Tandis que le père et la fille s'éloignaient, distraits, le chauffeur se dirigea vers la chambre où se trouvait Monique. La vieille dame, faible et sans force, avait à peine été correctement soignée à l'hôpital. En raison d'un autre pot de vin de Valérie, elle n'eut même pas le temps de réagir. Nicolas la prit dans ses bras, la couvrit d'un drap et l'emmena jusqu'à la voiture. La Citroën DS partit à toute vitesse sur les routes de campagne jusqu'à atteindre une falaise isolée, loin de tout témoin. L'homme ouvrit la portière, regarda la femme inconsciente et murmura avec mépris, « Que l'enfer t'emporte, vieille enquiquineuse. » Puis, sans hésiter, le scélérat poussa le corps de la dame du haut de la falaise. Le son de l'impact résonna quelques secondes avant de disparaître. Satisfait, il s'essuya les mains et tourna le dos, croyant que ce serait la dernière fois qu'il verrait Monique. Mais il se trompait. Monique n'était pas une femme ordinaire. Même blessée et étourdie par la chute, la force de la mère pulsait encore en elle. Avec difficulté, elle ouvrit les yeux en toussant et murmura d'une voix faible, « Mon fils. » Non. Le corps lui faisait mal, la tête lui tournait, mais la volonté de vivre était plus forte. Peu à peu, elle se releva et commença à marcher, trébuchant, sans but. Pendant ce temps, au château, Stéphane et Chloé revenaient de leur promenade et s'étonnèrent de l'absence de la vieille dame. Ils cherchèrent dans toutes les pièces, appelèrent dans les couloirs, mais ne la trouvèrent pas. La panique s'empara de la maison. Stéphane alerta immédiatement la police. Des affiches furent imprimées, les voisins prévenus et la recherche s'étendit à toute la région. « Maman, où es-tu ? S'il vous plaît, quelqu'un l'a-t-il vu ?» criait Stéphane dans les rues, montrant des photos de sa mère à quiconque passait. Chloé, les larmes coulant sur son visage, parlait aussi à tous ceux qu'elle rencontrait. « Mamie, vous avez vu ma grand-mère par ici ?
Elle portait un collier comme ça, regardez, comme sur la photo. Ils ne se reposèrent pas. Pendant des jours, des semaines, puis des mois, ils cherchèrent sans relâche. La police, ayant perdu espoir, commença à suggérer que la vieille dame était peut-être décédée. Le plus probable est qu'elle soit sortie seule, désorientée, et que le pire soit arrivé, dit un enquêteur. Mais Stéphane ne voulait pas y croire. Non, ma mère ne ferait pas ça. Elle ne disparaîtrait pas comme ça. Je sens qu'elle est en vie, disait-il, les yeux embués. Néanmoins, après presque un an de recherche, les autorités classèrent l'affaire. La famille, dévastée, dut accepter officiellement la perte. Monique fut déclarée morte. Tandis que Stéphane et Chloé pleuraient sa perte, Valérie célébrait sa victoire. Dans sa chambre, elle souriait de satisfaction en discutant avec son amant. Maintenant que cette vieille n'est plus sur mon chemin, le mariage civil va enfin avoir lieu et j'aurai tout ce qui appartient à cet idiot, dit-elle, confiante, en buvant une gorgée de vin. Mais le destin n'était pas encore de son côté. En raison de la tragédie et des formalités administratives, le mariage civil fut reporté mois après mois. Un soir, alors que le couple se préparait pour un événement de millionnaires, Valérie décida d'aborder à nouveau le sujet. En mettant ses boucles d'oreilles et en ajustant sa robe, elle demanda d'une voix mielleuse, « Mon amour, je sais que tu n'aimes pas ce sujet, mais quand allons-nous signer ce document pour enfin devenir mari et femme devant la justice ?» Stéphane, ajustant sa cravate devant le miroir, répondit sans émotion, « Nous sommes déjà mariés devant Dieu, Valérie, et je ne sais pas si cette signature aura lieu de sitôt. Depuis que ma mère est morte, je ne peux même pas y penser. » Il respira profondément, le regard fatigué. « Et je n'ai pas réussi à faire en sorte que Chloé t'accepte comme belle-mère. Elle continue de me dire de me méfier de toi et que mamie. » Valérie perdit son sourire. Les paroles de son mari la frappèrent comme un coup de poing invisible. Elle réalisa que, bien qu'elle se soit débarrassée de sa belle-mère, il y avait maintenant une nouvelle menace, la fille. La scélérate réfléchit tandis que son mari finissait de se préparer. « D'accord, mon amour, je comprends, » répondit-elle avec une fausse douceur. « Fini de te préparer, je vais demander au chauffeur de préparer la voiture. » Elle donna un baiser rapide à Stéphane, prit son sac et quitta la chambre précipitamment. Dès qu'elle arriva au garage, elle trouva Nicolas adossé à la voiture, l'attendant. « Il ne veut pas signer, dit-elle, furieuse. Ce taureau docile ne veut pas signer ce maudit document. Et devine pourquoi. À cause de cette petite peste de fille. Nous devons nous en occuper. » Son regard était sombre. « Quand nous reviendrons de l'événement, nous nous débarrasserons de la dernière pierre dans notre chaussure. » Nicolas sourit, satisfait. « Laisse-moi faire, mon amour. » Peu de temps après, la Citroën DS partit en direction de l'événement des millionnaires. À l'intérieur se trouvaient 4 personnes, le mari naïf, l'épouse infidèle, le chauffeur amant et la fille intelligente, qui sentaient au fond d'elle un mauvais pressentiment. Alors que le véhicule suivait l'avenue illuminée, Lulu regardait par la fenêtre. L'éclat des lumières de la ville contrastait avec l'obscurité des trottoirs, où plusieurs personnes dormaient sur des morceaux de carton, tremblant de froid. La fillette fronça les sourcils et demanda tristement, « Papa, pourquoi ces gens vivent-ils dans la rue ?» Valérie roula des yeux discrètement et répondit avec ce ton de mépris qu'elle seule avait, « Parce que, ma chère, certains sont nés pour tout avoir et plus encore, comme nous, tandis que d'autres sont nés pour vivre dans la misère. » Stéphane regarda sa femme, visiblement mal à l'aise, et tenta de transformer la réponse cruelle en quelque chose de moins douloureux. « Ce que ta belle-mère a voulu dire, ma chérie, c'est que, malheureusement, le monde n'est pas juste pour tout le monde. Tandis que certains ont beaucoup, d'autres n'ont même pas où dormir. » Lulu continua de regarder par la fenêtre, voyant les gens allongés par terre, couverts de linge sale. « Nous avons beaucoup, papa. Nous pouvons aider ces gens. Ils ont besoin de notre aide. » Stéphane sourit, ému par le bon cœur de sa fille. « Nous le pouvons, oui. Et nous le ferons, ma chérie. Nous organiserons plus d'événements caritatifs. Papa doit aller à cet événement aujourd'hui parce que c'est important pour mon travail. Mais dès que nous en sortirons, nous aiderons ces gens, nous achèterons des sandwichs. Je te le promets, d'accord ?» La fillette acquiesça, toujours pensive. Son regard se perdit de nouveau dans la fenêtre, suivant les lumières qui défilaient.
Quand la voiture tourna enfin au coin de la rue et que le salon de réception apparut, illuminé et somptueux, le cœur de la fillette se serra. Le contraste était brutal. Dehors, la misère. Dedans, le luxe, les éclats de rire et les cristaux. Elle observa ce décor et pensa en silence, les yeux embués, ce n'est pas juste. Cette pensée d'injustice continua de marteler l'esprit de la petite Chloé pendant tout l'événement. Tandis que son père souriait et discutait avec animation avec ses hommes d'affaires en costume de créateur, la fillette observait les alentours, mal à l'aise avec chaque rire forcé, chaque coupe de champagne levée. Elle tira la manche de son père pour attirer son attention. « Papa, papa, pourquoi agissent-ils comme ça? Pourquoi tout le monde ici ne parle que d'argent et de rien d'autre? Pourquoi ne se préoccupent-ils que de leur propre nombril? L'argent est-il vraiment si important pour ces gens qu'ils ne voient pas ce qui se passe dehors? » Stéphane ouvrit la bouche, prêt à répondre. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un autre homme élégant s'approcha avec un large sourire et l'interrompit. « Stéphane, mon ami, nous devons parler de ce nouvel investissement. » Et voilà l'attention de son père de nouveau captée par le sujet qui semblait être le seul capable de retenir ces hommes, l'argent. Chloé baissa la tête, déçue. Le malaise en elle grandissait. Elle regarda la table bien garnie, les bijoux qui brillaient et les visages des gens qui feignaient le bonheur tout en ignorant le monde extérieur. Elle tenta de se lever, mais sentit une main ferme saisir son bras. Valérie, la belle-mère, murmura entre ses dents, le faux sourire toujours plaqué sur son visage pour que personne ne remarque le ton menaçant, « Ne cause pas de problème, petite peste. » La fillette écarquilla les yeux et tira son bras avec force. « Je ne suis pas une peste. Lâche-moi. Lâche-moi, je veux sortir. » La belle-mère serra encore plus fort, mais Lulu commença à se débattre et à se libérer. « Lâche-moi. Lâche-moi. Tu n'es pas ma mère. Je ne veux plus rester dans cet endroit. Ce n'est pas ma place. Et tu vas me laisser partir maintenant, papa. Dis-lui de me laisser partir. » Sa voix résonna dans le salon, attirant l'attention de tous. Les invités se regardèrent en murmurant tandis que Stéphane essayait de comprendre ce qui se passait. Mais avant qu'il ne puisse se lever, Chloé s'était déjà libérée et courait vers la sortie. Elle ne se soucia pas des regards, ni des chuchotements. Elle sortit, décidée, le cœur battant à tout rompre. Stéphane fit un pas pour la suivre, mais Valérie le retint par le bras, forçant un sourire. « Laisse-la passer un peu de temps dehors. Elle doit apprendre qu'on ne peut pas aider tout le monde. D'ici peu, elle reviendra en disant qu'elle a été dégoûtée ou qu'elle a eu peur de la sans-abri. » Elle se tourna vers les autres invités et ajouta d'un ton de fausse autorité, « Mon mari, tu dois parler à cette fille. Elle est impossible. Elle ne m'a jamais respecté, ça je le savais déjà, mais maintenant elle ne respecte même plus son propre père. » Stéphane respira profondément, fatigué des disputes. « D'accord, Valérie. Je vais attendre qu'elle se calme, » dit-il en se rasseyant. Et bientôt, un autre associé millionnaire s'approcha de la table, changeant complètement de sujet. « Stéphane, à propos de cette fusion d'entreprises. » Commença l'homme. Tandis que le père parlait de bénéfices et de contrats, l'histoire à l'extérieur prenait un autre tournant. La petite Lulu, maintenant seule, traversait le couloir du salon et ouvrait les portes vitrées donnant sur la rue. L'air froid de la nuit l'enveloppa. Dehors, sous la faible lumière des lampadaires, elle vit une femme encapuchonnée, allongée devant l'entrée, une vieille dame en haillons, couverte d'un drap sale. « Bonjour, madame, » dit la fillette en s'agenouillant à côté d'elle. « Avez-vous faim? Je peux vous apporter une assiette de nourriture de l'intérieur. Dites-moi juste ce dont vous avez besoin. » La fillette parlait avec douceur et compassion. Mais en y regardant de plus près, quelque chose attira son attention. Les yeux de la petite Chloé s'écarquillèrent. Elle porta la main à sa bouche, stupéfaite. « Ce collier. Ce collier à votre cou. » murmura-t-elle, incrédule. « Je le reconnais. Je reconnaîtrai ce collier même après 1000 ans. » Le cœur de la fillette s'emballa. « Mamie, » murmura-t-elle sans y croire. La vieille dame respirait difficilement, mais ne disait rien. Chloé, désespérée, se retourna pour regarder de nouveau le salon et vit les lumières se refléter sur les murs de verre. Elle devait le dire à son père immédiatement. Elle se leva et retourna en courant, traversant tout le salon sous les regards surpris des invités.
Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, elle se releva d'un bond et retourna en courant dans le salon. Les gens commentaient encore le scandale quand ils la virent entrer à nouveau, essoufflée, le visage rouge et les yeux exorbités. Valérie, en voyant la fillette revenir, pensa en elle-même et rit doucement. Voilà la petite peste, désespérée parce qu'elle a été dégoûtée par la mendiante. Enfin quelque chose que nous avons en commun. Mais elle se trompait. L'expression de Lulu était celle de l'espoir, pas de la peur. La fillette arriva essoufflée à la table, criant « Papa, tu dois m'écouter. Regarde-moi, c'est rapide. Je jure que ça en vaudra la peine. » Stéphane, distrait par les affaires, fit un geste de la main pour qu'elle attende, mais ne lui prêta pas attention. Alors, la fillette prit une décision radicale, attrapa la coupe de vin de sa belle-mère et renversa tout le contenu sur le costume de l'associé millionnaire. Le vin coula lentement sur le tissu très cher et l'homme sauta de sa chaise, furieux. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il, furieux. Stéphane se leva, effrayé. « Ma fille, qu'as-tu fait ?» Mais il était trop tard. L'associé s'éloignait déjà en maugréant. Et finalement, la fillette avait toute l'attention de son père. Valérie tenta encore de dire quelque chose, mais la fillette, euphorique, réussit à faire en sorte que Stéphane tourne les yeux et remarque bien la vieille dame. Le visage rouge d'émotion, elle pointa du doigt la grande façade de verre. « Papa, regarde, ce n'est pas mamie qui est morte ?» Pendant quelques secondes, l'homme resta paralysé. Son regard se fixa sur la silhouette encapuchonnée dehors. Son cœur s'emballa et un nœud se forma dans sa gorge. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il en faisant un pas en avant. C'était comme s'il luttait contre lui-même pour ne pas courir immédiatement là-bas. Sans réfléchir, lui, sa fille et Valérie, qui étaient également sous le choc, se dirigèrent rapidement vers la sortie du salon. Dehors, la scène était déchirante. Stéphane s'agenouilla devant la femme encapuchonnée et parla d'une voix tremblante, « Maman, c'est vous. Je vous ai cherché si longtemps. Ils m'ont dit que vous étiez morte et j'y ai cru. Mais si vous êtes là, je... » Il tendit les mains et retira la capuche qui couvrait le visage de la femme. Mais au lieu de sa mère, il trouva une inconnue, une vieille dame complètement différente, aux yeux fatigués et à la peau marquée par le temps. La femme le dévisagea et dit d'une voix faible, « Monsieur, vous pouvez m'aider ? S'il vous plaît ?» Stéphane cligna des yeux, déçu, et se ressaisit rapidement. « Bien sûr, madame. Entrez. Asseyez-vous à la table où nous étions. Le repas est offert par la maison. Commandez ce que vous voulez, » répondit-il avec respect. Il se tourna alors vers sa fille, qui le regardait les larmes aux yeux. Valérie, derrière, croisait les bras et secouait la tête en signe de dénégation avec un sourire ironique. « Papa, excuse-moi. Je pensais que... » « J'ai vraiment cru que c'était elle, » dit Lulu d'une voix brisée. Mais quelque chose attira l'attention de la fillette. Quand la femme se leva pour recevoir l'aide de son père, elle retira le tissu qui la couvrait et il n'y avait aucun collier. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Attends, cette dame n'a pas le collier. Ce n'est pas mamie. Elle a dû partir pendant que j'essayais d'attirer ton attention. Et tu ne m'écoutais pas, papa. Mais je te jure, mamie était là. » Stéphane regarda sa fille, essayant de garder son calme. Bien que confus, il croyait ce qu'elle disait. Le regard de la fillette était sincère, mais Valérie n'allait pas laisser cela continuer. « Tu n'as pas déjà causé assez de problèmes aujourd'hui, petite ?» dit la belle-mère avec un ton venimeux caché sous une voix douce. Lulu baissa la tête, mais au fond, elle savait qu'elle n'avait pas tort. Après l'événement, le retour à la maison fut silencieux et pesant. Valérie, cependant, semblait incapable de se taire. Pendant tout le trajet, elle lança des critiques contre la fillette, le ton de sa voix aussi tranchant qu'un couteau. « C'est d'une irresponsabilité totale, » disait-elle en se tournant vers la banquette arrière. « Une fillette de cet âge ne devrait pas avoir autant de liberté d'agir ainsi. Elle a besoin de limites, et de toute urgence. » Chloé garda les yeux baissés, ignorant les paroles de sa belle-mère. Son regard était fixé sur le visage de son père, qui ne semblait pas en colère, mais plutôt déçu. Cela faisait plus mal que n'importe quelle réprimande. Stéphane soupira et parla calmement mais fermement. « Valérie a raison, ma chérie. Tu ne peux pas continuer à agir comme ça.
Je suis fatigué. Va dans ta chambre. Demain, nous aurons une conversation sérieuse à ce sujet. Lulu acquiesça en silence et monta les escaliers. Elle savait que toute tentative d'explication ne ferait qu'aggraver l'humeur de son père. Mais une fois dans sa chambre, elle s'assit sur son lit et serra le collier qu'elle avait fait avec sa grand-mère. Ses yeux brillèrent de détermination. « Je sais ce que j'ai vu », se murmura-t-elle. « Mamie est seule dehors et elle a besoin de moi. S'il ne m'aide pas, j'irai la chercher toute seule. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Dès que le jour se leva, la fillette sortit par la fenêtre de sa chambre, descendit avec précaution et s'enfuit pour accomplir sa mission. Quand Stéphane et Valérie se réveillèrent, la chambre de la fillette était vide, le lit défait, la fenêtre ouverte et un mot sur l'oreiller. Stéphane le prit avec des mains tremblantes et lut à voix haute « Vous ne me croyez pas, mais je sais que j'ai vu mamie. Je pars à sa recherche et nous serons bientôt de retour. Bise, Lulu. » Le père devint pâle. « Mon Dieu, non, ma fille, » murmura-t-il, désespéré, en courant vers le téléphone. Il appela immédiatement la police. Sa voix sortait à peine, tant il était nerveux. Pendant ce temps, Valérie observait de loin, le visage rigide. Intérieurement, elle bouillait de rage, non pas à cause de la disparition de la fillette, mais parce que son plan pour se débarrasser de la petite peste avait été reporté. Pendant quelques instants, elle fit les 100 pas, nerveuse, jusqu'à ce qu'un sourire maléfique apparaisse. « Attends. » pensa-t-elle. « C'est peut-être ma meilleure chance. » Elle feignit le désespoir, courant vers son mari et disant d'un ton théâtral « Allons, mon mari, allons chercher notre pauvre petite fille. » Ensuite, elle mobilisa tous les employés de la maison, ou plutôt, les hommes de main déguisés qu'elle avait elle-même engagés, pour aider aux recherches. Mais le véritable plan était autre, faire semblant de chercher Lulu, alors qu'en réalité, il voulait la trouver en premier pour en finir avec elle une bonne fois pour toutes. Valérie, maligne, manipula même les autorités, donnant de fausses indications à la police, indiquant la direction opposée à celle que la fillette avait prise. Cherchez dans cette direction. Je suis sûre qu'elle est partie par là, dit-elle, trompant tout le monde. Stéphane, dans la voiture, remarqua l'incohérence du trajet. Pourquoi allons-nous dans cette direction? Ça n'a pas de sens. Elle doit être près de l'endroit où nous avons trouvé cette vieille dame. Prévenez les policiers. Mais il était trop tard. Ils avaient perdu trop de temps. Assez de temps pour que les hommes de main suivent le bon chemin et localisent la fillette avant tout le monde. Dans une rue sombre de la banlieue, un des hommes pointa du doigt et cria « Elle est là !» Chloé, qui marchait seule, épuisée et effrayée, se retourna en entendant la voix. Pendant un bref instant, elle sourit, croyant que les employés du château étaient là pour l'aider dans sa recherche de Monique. « C'est bien, vous êtes venu m'aider ? Nous sommes presque arrivés à elle, je le sens. » Attendez. Le ton de la fillette changea en voyant les visages agressifs des hommes qui couraient dans sa direction. « Pourquoi venez-vous comme ça ?» cria-t-elle en reculant. Un des hommes de main répondit en hurlant, « Attrapez-la et assurez-vous de notre part du butin. » Allons-y. Les yeux de Lulu se remplirent de terreur. Son cœur s'emballa. « Ces gens ne sont pas mes amis ?» pensa-t-elle, se retournant et commençant à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle tourna au coin des rues, monta sur les trottoirs, traversa des rues pleines de détritus et de baraquements. Les hommes de main la suivaient de près, criant des menaces. Elle a tourné là, ne la laissez pas s'échapper. Mais la fillette, intelligente, eut une idée. Je vais entrer dans cette ruelle et les semer, pensa-t-elle. Elle changea rapidement de direction et s'engouffra dans une venelle étroite, disparaissant de leur vue. Où est-elle, merde? Cria un des hommes. Qu'est-ce qu'on va dire à la patronne maintenant? Cherchez. Elle ne peut pas être allée loin. Tandis que les hommes de main couraient dans tous les sens, Lulu se recroquevilla dans un coin sombre de la ruelle, essoufflée et effrayée. C'est alors qu'elle remarqua la présence d'une silhouette à côté d'elle, une femme allongée par terre, couverte de linge sale. Chloé, même en tremblant, fut polie. « Bonjour, ça va, madame? Excusez-moi d'envahir votre lieu de repos. C'est qu'il y a des gens méchants qui me poursuivent. Je peux rester ici avec vous un petit moment? » Mais en regardant de plus près, le cœur de la fillette faillit s'arrêter. Le collier,
cette pierre simple et scintillante suspendue au cou de la femme. Lulu porta la main à sa bouche, incrédule. « Attendez, vous êtes... » « Je n'y crois pas. »« C'est bien vous, mamie ?» Les larmes aux yeux, elle retira doucement le tissu qui couvrait le visage de la femme. Et là, elle était, Monique, vivante, bien que faible et abattue. « Mamie, je t'ai trouvé. Je savais que c'était toi. Viens, rentrons à la maison. Tout ira bien maintenant, dit-elle, émue, en lui tenant la main. Mais la vieille dame ne réagit pas. Ses yeux étaient vides, perdus. Chloé réalisa qu'elle ne la reconnaissait pas. « Mamie, s'il te plaît, souviens-toi de moi. »« Je sais qu'au fond de toi, tu sais qui je suis, » insista la fillette en pleurant. « Souviens-toi de nos moments. Souviens-toi de moi, mamie. » Elle secoua légèrement le bras de sa grand-mère, mais Monique restait immobile, clignant simplement des yeux lentement, comme quelqu'un qui entend de très loin. Pendant ce temps, la véritable recherche commençait à se rapprocher. Stéphane réalisa enfin l'erreur et ordonna aux policiers de changer de route. La voiture de la famille roulait à toute vitesse dans les rues, tandis que le chauffeur et Valérie échangeaient des regards nerveux dans le rétroviseur. La scélérate se mordait la lèvre, angoissée. « Où sont mes employés bons à rien ?» pensait-elle, mais elle trouva bientôt la réponse. Stéphane pointa du doigt par la fenêtre. « Attendez, chauffeur, arrêtez. » Elle a l'air inquiète. « Allons voir si elle a vu ma fille. » Le véhicule freina brusquement. Stéphane descendit en hâte et s'approcha du groupe d'employés. Leur visage était en sueur, essoufflé, et la tension était palpable. Il demanda d'une voix tremblante d'anxiété, « Pourquoi êtes-vous essoufflé? Avez-vous trouvé ma Lulu ?» La tension était si forte que tout le monde semblait retenir son souffle. Stéphane regardait anxieusement les employés, attendant une réponse. Mais avant que quiconque n'ouvre la bouche, Valérie, toujours dissimulatrice, tenta de prendre les devants et de contrôler la situation. « Je parie que vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas ?» dit-elle en feignant un sourire, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. La cuisinière, terrifiée par le regard de sa patronne, bégaya. Elle était sur le point de nier, comme le voulait la scélérate, mais en voyant la voiture de police se garer à côté d'eux, sa peur changea de camp. Elle déglutit et répondit, essayant de se disculper, « Nous l'avons vue, oui. Elle était par ici, mais elle nous a vus et a commencé à courir pour une raison quelconque. Alors nous l'avons perdue. » L'expression de Valérie changea complètement. Son visage devint blême. Nicolas, le chauffeur et amant, resta également figé. Ils se regardèrent un instant, ce regard silencieux de ceux qui pensent la même chose. Et maintenant? Que allons-nous faire? Mais contrairement à eux, l'espoir envahit Stéphane. Il se redressa, la voix vibrante d'émotion. « Alors allons-y, allons trouver ma petite fille !» cria-t-il, les larmes aux yeux. Le groupe courut dans les rues étroites jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une ruelle sombre. De loin, ils virent une petite silhouette agenouillée par terre. C'était Chloé, et elle pleurait à chaudes larmes, allongée sur les genoux d'une sans-abri. « Mamie, s'il te plaît, souviens-toi de moi », sanglotait la fillette. Stéphane courut, le cœur battant à tout rompre. À chaque pas, la peur et l'espoir se mêlaient. Mais quand ils s'approchèrent enfin, le choc fut absolu. Là se trouvait non seulement la petite Chloé, mais aussi Monique, vivante, la femme que tout le monde croyait morte. Stéphane se figea un instant, essayant de croire ce qu'il voyait. Puis, avec un cri de soulagement, il tomba à genoux et serra sa fille et sa mère dans ses bras en même temps. « Maman, je n'y crois pas. Tu avais raison, ma fille. Excuse-moi d'avoir douté, mais tu avais raison depuis le début, dit-il, la voix brisée. » Lulu le serra en retour, riant et pleurant à la fois. « Oui, papa. J'ai trouvé mamie. Les nouveaux employés du château ont essayé de m'en empêcher, mais je l'ai trouvée. » Stéphane fronça les sourcils, confus. « Comment ça, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? » demanda-t-il, sans encore comprendre la gravité de ses paroles. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, Valérie s'approcha, souriante, essayant de changer de sujet. « C'est merveilleux que nous l'ayons retrouvée. Je suis si heureuse, Madame Monique, dit-elle, tentant de paraître émue en se penchant pour embrasser la vieille dame.
Ce contact fut le déclencheur. Le corps de Monique tressaillit. Elle cligna des yeux. Ses yeux se remirent à briller et quelque chose en elle se réveilla, comme si ce faux contact avait ravivé tout ce qu'elle avait perdu. Soudain, elle releva la tête et cria de toutes ses forces, « C'est vous. C'est vous. Vous et votre amant. Maintenant, je me souviens de tout. » Tous se retournèrent, effrayés. Valérie pâlit et recula de quelques pas, tremblante. Stéphane regarda sa mère sans comprendre. « Amant ? De quoi parle-t-elle, mon amour ?» demanda-t-il en regardant sa femme. L'intrigante tenta de dissimuler. « Je ne sais pas, mon amour. Cette vieille est sénile. Elle a dû se cogner la tête, je ne sais pas. » Mais c'était la pire chose qu'elle aurait pu dire. Stéphane se tourna, indigné. « Vieille sénile ? Tu parles de ma mère ? Pourquoi parles-tu comme ça ? Je ne t'ai jamais entendu parler de cette façon avant. » Monique pointa son doigt tremblant vers sa belle-fille et cria avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi fragile, « Voilà la vraie Valérie, mon fils. Serre ta mère dans tes bras et éloigne-toi de cette scélérate meurtrière. Elle me donnait des médicaments pour me faire taire, pour que je ne parle pas de sa liaison avec le chauffeur. Et quand même les médicaments n'ont pas suffi à me réduire au silence, elle lui a ordonné de me jeter de la falaise. Cette femme est une meurtrière. » Stéphane était sous le choc, le visage livide. « Non, tenta de dire Valérie, mais la voix lui manqua. La scélérate regarda autour d'elle et comprit qu'il n'y avait plus d'issue. Le désespoir se peignit sur son visage. Elle se retourna alors et courut vers la voiture, où Nicolas l'attendait déjà. Avant d'entrer, elle cria encore, moqueuse, « J'abandonne l'idée de sauver de la médiocrité cette famille de naïfs et d'humains sans intérêt. Allez au diable, vous et cette vieille enquiquineuse. » Les policiers, déjà présents, sortirent leurs armes et crièrent, « Arrêtez. Vous êtes en état d'arrestation. » Mais le chauffeur appuya à fond sur l'accélérateur. La voiture bondit, déchirant l'air, et la poursuite commença. Les sirènes résonnaient dans les rues tandis que Nicolas, riant comme un fou, criait « Mangez ma poussière, bande de porcs. Vous ne m'attraperez jamais. » Valérie, hystérique, l'encourageait, « C'est ça. Dis-leur qui commande, chérie. » Mais l'orgueil fut le poison qui scella leur destin. Distrait par les provocations, Nicolas ne vit pas la falaise approcher, la même où il avait jeté Monique. La voiture franchit la barrière, tomba dans le vide et explosa en flammes en quelques secondes. Une détonation retentit sur des kilomètres. Tandis que le feu consumait tout, les derniers cris de Valérie se firent entendre. Peu de temps après, de l'autre côté de la ville, la famille s'étreignait, en larmes mais soulagée. Monique, maintenant lucide et sauvée, caressait le visage de son fils et de sa petite-fille. « Oh, ma belle famille, quelle bénédiction de me souvenir de ces jolis visages, mon fils et ma petite-fille, mes plus grandes bénédictions, » dit-elle, émue. Stéphane pleurait de joie, tenant fermement les mains de sa mère. Lulu souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. La paix revenait enfin dans cette famille. Quelques mois plus tard, le château n'était plus un lieu de tristesse. Monique se remettait, soutenue par des médecins honnêtes et des traitements adaptés. Monsieur Dubois, le fidèle chauffeur, retourna travailler pour la famille et tous les anciens employés furent réembauchés. Les retrouvailles furent célébrées par une grande fête de bienvenue et, à la demande de Chloé, une nouvelle phase commença. Avec le soutien de Stéphane et de sa grand-mère, ils créèrent une fondation pour venir en aide aux personnes sans abri, offrant logement, nourriture et travail digne. C'était le rêve de la fillette devenu réalité. Le temps passa et la vie leur sourit à nouveau. Tout finit bien. Tout, sauf pour Valérie. La scélérate connut la pire fin possible, tragique et solitaire. Elle quitta cette vie aux côtés de son partenaire de crime, sans emporter ni argent, ni pouvoir, ni même le respect d'autrui. Tout comme elle avait oublié sa propre mère, elle mourut oubliée de tous. Personne ne vint lui dire adieu. Stéphane, le millionnaire, trouva un nouvel amour, cette fois choisi avec soin par Chloé et Monique, une femme vraiment bonne qui renforça encore davantage la famille. Car lorsque les tempêtes de la vie surviennent comme des tourments, c'est dans la famille que l'on trouve son abri, son foyer et cet amour qui ne nous abandonne jamais.